20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Courroux des employés du King Fahd Palace. Ils ont battu le macadam pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Ils exigent du directeur de l'hôtel des explications quant aux engagements pris pour leur projet d'habitat signé il y a 6 ans. Menace sur la rentrée scolaire des étudiants inscrits au niveau des établissements privés de l'enseignement supérieur. Des établissements qui ont décidé de ne pas faire court tant que la dette de 16 milliards que l'État leur doit n'a pas été épongée. Première sortie du Forum civil après l'élection de son nouveau patron. Birahim Seck a fait face à la presse. Il demande à l'État du Sénégal de publier les rapports de l'OFNAC et de l'IGE et souhaite beaucoup plus de transparence dans l'attribution des marchés publics. L'état de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor inquiète les Lions à quelques jours de leur rencontre avec le Soudan. Un tour dans ce stade mythique qui abrite depuis hier la séance de préparation de nos gainés. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons plutôt tout de suite avec ce cri de cœur des employés de l'hôtel King Fahd Palace. Ils ont marché pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Ils réclament leur projet d'habitat signé il y a de cela 6 ans avec le directeur de l'hôtel. Des engagements donc pris par la direction et toujours pas respectés selon ces employés que je vous propose d'écouter dans ce reportage. Il est signé Swadou Ndiaye. La direction, auparavant, le méridien président, nous avait déjà octroyé 370 parcelles. En nous octroyant ces 370 parcelles, c'était pour accompagner les employés malgré le travail qu'ils font au niveau de l'hôtel. Et quand la direction du King Fahd est venue, M. Mamadou Racine Sy, il nous a dit que je vais vous accompagner par rapport à ce projet. Mais il s'est trouvé qu'aucun de ces engagements n'a été respecté. Il nous a changé de promoteur, c'était avec SCI Sofa. Aujourd'hui, il nous amène un nouveau promoteur qui est la Socabek, à qui la direction dit avoir versé 1,2 milliard. 1,2 milliard, on le verse à un promoteur. Aujourd'hui, tous les employés qui sont là, eux tous, ils sont derrière moi. Aucun n'a reçu aucune parcelle. Aucun n'a reçu aucune parcelle. Ils nous ont donné des attestations qui n'ont aucune valeur juridique. Nous mettons en garde la direction du King Fahd en leur disant trop c'est trop, on n'en peut plus et on ne laissera plus passer certaines choses. Nous mettons en garde la direction du King Fahd en leur disant trop c'est trop, on n'en peut plus et on ne laissera plus passer certaines choses. Et autre mouvement d'humeur ce soir, c'est Ande Guessem qui sans surprise a entamé ce mardi son 12e plan d'action. Un constat, le service minimum n'est pas assuré. Mbalo Diacham, qui n'a toujours pas bénéficié d'une satisfaction de ses revendications, ne compte pas arrêter le combat. Il annonce d'ailleurs un 13e plan après leur réunion prévue ce samedi. Et il n'y aura pas de cours dans les établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal tant que l'État n'aura pas épongé la dette de 16 milliards qu'il leur doit plutôt. Ainsi, en ont décidé ces établissements. Ils ont organisé une conférence de presse. C'était ce matin dans la capitale sur la question de la dette qui les lie justement au gouvernement du Sénégal. Et c'était en présence de notre reporter Tidiane Cissé. Fini les négociations avec le gouvernement pour les établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal. Après plusieurs tentatives sans succès pour rentrer dans leurs fonds, ces établissements se sont retrouvés ce matin autour de la table à Dakar. Ils annoncent une mesure phare. C'est la suspension des cours dans nos établissements privés d'enseignement supérieur qui accueillent des étudiants donc, de l'État. Jusqu'à ce que l'État nous paie l'intégralité donc de la dette, c'est-à-dire les 16 milliards, et qu'elle s'engage pour la nouvelle année à nous verser les 50% de tous les étudiants qui seront dans le circuit. Plombés par cette question de la dette, ces établissements pensent que les autorités étatiques n'ont aucune volonté pour résoudre leurs problèmes. Nous ne pouvons pas comprendre effectivement qu'hier l'État a mobilisé des agents qui sont venus dans nos écoles pour payer des bourses, alors que ceux qui les forment ne sont pas payés. Mais c'est paradoxal. Pour nous, effectivement, on peut l'assimiler à une absence de volonté politique ou tout simplement parce que pour eux, nous ne constituons pas une priorité. Ce que l'État nous doit, c'est 1 année et demie de fonctionnement, les 16 milliards. Donc ça signifie quoi? Ça signifie
que nos établissements ont fait de l'ingénierie financière, de la gymnastique financière au jour le jour pour pouvoir continuer à assurer les formations jusqu'ici. Ces derniers ont un plan pour contraindre les autorités à payer leurs dettes. On va essayer de voir notre ministre Mary Teuw Niane pour qu'il puisse régler la situation. Et si on n'arrive pas à régler par cette voie, maintenant nous allons essayer d'emprunter la violence parce que vraiment c'est notre avenir qui est en danger. Depuis plusieurs mois, les établissements privés du Sénégal sont fragilisés par cette question de la dette. Et aujourd'hui, ils sont 40 000 étudiants à se retrouver hors des classes. Je vous l'annonçais en titre, première sortie du Forum civil après l'élection de son nouveau patron Birahim Seck. Selon le bureau exécutif, la guéguerre entre opposition et pouvoir doit cesser au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Birahim Seck exhorte l'État à publier les rapports de l'OFNAC mais aussi de l'IGE. Il a également souhaité plus de transparence dans l'octroi des marchés publics. Fatoumata Touré. L'actualité, les questions d'intérêt national. Pour sa première sortie, le coordonnateur du Forum civil met tous les dossiers brûlants sur la table. D'abord, l'actualité politique. L'absence de consensus inquiète le bureau exécutif. Malgré les initiatives citoyennes allant dans le sens de restaurer le dialogue entre les différents acteurs concernés, une situation regrettable qui ne rassure pas les paisibles citoyens, les investisseurs nationaux et internationaux. Il demande aussi plus de transparence concernant l'octroi des marchés publics. Nous, au niveau du Forum civil, on voudrait que l'État apporte des éclairages, à défaut de publier les conventions, apporte des éclairages sur le taux d'intérêt, mais également sur ce qu'on appelle la durée du contrat, parce que la durée du contrat va impacter sur ce que le contribuable sénégalais va débourser, mais aussi sur le différé, c'est-à-dire à quel moment on doit commencer à payer, à quel moment le citoyen sénégalais va commencer à payer. Est-ce que le budget soutient également cette dette? Par ailleurs, le Forum civil exige la publication des rapports de l'IGE et de l'OFNAC. Le rapport qui est transmis par Mme Diakhaté au président de la République, dans ce rapport-là, on va y retrouver des réponses par rapport à l'affaire Petro-Tim. Est-ce qu'on va y retrouver des rapports concernant l'affaire Big Togo? Est-ce qu'on va y retrouver également des questions concernant, si vous voulez bien, la deuxième phase également de l'enquête concernant le centre des universités de Dakar? Le Forum civil est debout pour combattre l'injustice, la corruption, l'impunité, entre autres. Il tient à préciser que le devenir du pays est l'une de leurs préoccupations majeures. Ainsi, il va jouer un rôle de sentinelle jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Et nous restons avec le Forum civil qui justement exige plus de transparence dans l'exploitation des ressources minières. Birahim Seck, qui faisait face à la presse, a également demandé aux autorités de renforcer la sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous l'écoutons toujours au micro de Fatoumata Touré. La responsabilité d'interpeller les populations sur les vrais enjeux de l'heure. Et plus, on a la question du pétrole. On n'a pas encore réglé la question sécuritaire, de la gestion sécuritaire des plateformes. On n'a pas encore réglé la question des segments aériens pour contrôler notre territoire maritime. On n'a pas encore réglé la question environnementale. Demain, s'il y a une catastrophe environnementale provoquée par l'exploitation du pétrole, qu'est-ce qu'on fera? Les pays riches, beaucoup de pays riches ont des difficultés à continuer ces catastrophes environnementales. Mais le Sénégal, qu'est-ce qu'on en fera? Et là où il y a pétrole, on le sait très bien, il y a toujours une convoitise. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Donc le rôle du Forum civil aujourd'hui, en tout cas notre marge de manœuvre, c'est d'interpeller, d'essayer d'éveiller la conscience des Sénégalais sur les questions fondamentales qui nous interpellent. L'unité 15 des parcelles assainie dans une insalubrité totale, une situation qui s'intensifie à chaque saison des pluies et qui a un impact considérable sur la santé des populations. Sur place, ces populations justement fustigent le mutisme des autorités en charge de l'assainissement de la zone. Un reportage signé Chersad Boufal. L'unité 15 des parcelles assainies patouche dans des eaux usées. Une odeur nauséabonde se dégage de ces eaux stagnantes. Une situation qui dure depuis longtemps. J'habite ici depuis 1987, mais à chaque fois c'est le même problème qui revient. Nous souffrons vraiment. Les autorités municipales ne se préoccupent pas de notre situation. Ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes.
L'accès aux maisons et magasins devient difficile. L'origine de ce problème est due à la situation géographique du quartier, entre autres. C'est les eaux des égouts. Parce que l'unité 15 se trouvant quand même sur une cuvette, dans une pente donc, nous sommes à un niveau bas par rapport à l'unité 19, 17, 12, HLM Grand Médine. Donc toutes ces eaux qui déversent là, suivant la pente, viennent donc se trouver ici dans la cuvette au point central de l'unité 15. Ça c'est notre grand problème. Les égouts aussi ne pouvant, comme je l'ai dit au préalable, ne pouvant pas contenir la masse d'eau qui se déverse, et obligés donc de reverser le surplus sur le terrain. Et là, nous avons des problèmes très sérieux, ça nous pose des équations. À l'unité 15 des parcelles assainies, les populations continuent de cohabiter avec ces eaux usées, malgré les conséquences que cela peut engendrer, surtout pour les plus jeunes. Et pas loin des parcelles assainies, le droit à un environnement sain, c'est ce que réclament les populations de Tchaoulène à Rufisque. Elles s'opposent à l'installation d'une usine de bitume à quelques pas de leur maison. Pour le Forum civil, eh bien, la responsabilité de l'État est engagée sur l'installation de cette usine polluante. Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb ont assisté à leur conférence de presse. Face à la presse, le collectif pour la défense de l'environnement s'oppose à l'installation d'une usine de bitume à quelques jets du quartier Tchaoulène. Pour ces populations, cette usine présente de véritables dangers au plan sanitaire et environnemental. C'est un produit qui a un riche potentiel cancérigène. Parce que c'est un produit qui contient des substances qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycyclés. Donc ces hydrocarbures aromatiques polycycliques-là sont reconnus cancérigènes. Et c'est clair, il y a des cancers de la peau qui vont apparaître, il y a des cancers vraiment des poumons qui vont apparaître. Ça, c'est dans un terme plus ou moins long. Mais dans l'immédiat, on constate des irritations au niveau des yeux, des irritations au niveau des narines, des vomissements, des essoufflements. Tout ça, c'est ce que englobe ce produit. Venu prêter main forte à ces populations, le coordonnateur du Forum civil local estime que la responsabilité de l'État est engagée sur l'installation de cette usine de bitume. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal encore, sur ce plan-là, commence à battre de l'aile. Pourquoi? Parce qu'il est impensable que les populations aujourd'hui au Sénégal soient toujours en confrontation avec les entreprises par tout simplement défaut d'accompagnement et de sensibilisation, d'information pour la cohabitation. Je crois que c'est des choses qui sont dépassées partout dans le monde et le Sénégal doit aussi dépasser ce stade-là. Les populations doivent être toujours informées, ils doivent accompagner la cohabitation pour les entreprises. Pour ces populations regroupées autour d'un collectif, ce qu'elles souhaitent, c'est la délocalisation pure et simple de cette usine. L'abandon total de l'immigration clandestine, une ambition de l'association sénégalaise d'appui à la décentralisation, une association beaucoup plus connue sous le nom de Tatane, en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer. Eh bien, un forum a réuni les membres de cette association et les collectivités locales. Une première selon les différentes parties prenantes qui ont une réelle volonté de faire reculer ce phénomène. Cher Diop. Après avoir sillonné presque toutes les régions du Sénégal, l'association sénégalaise d'appui à la décentralisation et aux initiatives citoyennes Tatane compte mettre un terme à l'immigration irrégulière. Toutefois, elle demande un accompagnement des collectivités locales. Nous cherchons à ce que les collectivités locales puissent véritablement se saisir de la question de la migration. Le bureau économique local, c'est un dispositif que nous cherchons à mettre au niveau de la commune pour que, pour toutes les questions d'insertion économique des jeunes, que la collectivité locale puisse se saisir de ces questions-là. Ce qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, le représentant de l'association des maires du Sénégal rassure. L'AMS va prendre en compte ce fléau. Bien sûr, ce n'est pas individuel, c'est des mesures collectives et aussi c'est des mesures concertées. Parce que l'immigration, c'est entre deux continents ou deux pays. Il y a le Sénégal, la France, l'Allemagne, etc., l'Italie, l'Europe en quelque sorte. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour que des hommes et des femmes puissent réfléchir sur cette question, réfléchir ensemble sur les voies et moyens. Soutenir, mais aussi sensibiliser. Montrer aux jeunes qu'il y a des possibilités et on peut réussir bien au Sénégal. Mais cette sensibilisation passe par aussi la maîtrise du contexte local. Parce que bon, les gens sensibilisent, mais les sensibilisations aussi, si on s'arrête aux migrants,
sans pour autant aller au niveau des familles des migrants, ça pose problème. Mais il ne s'agit pas simplement de sensibiliser, il faut aussi poser des actes, mettre en place des projets et programmes pour lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière. L'immigration clandestine, une question d'actualité au Sénégal. Azadik Tatane demande aux jeunes de prendre conscience des conséquences et de croire aux potentialités de leur pays. Et au moment où des associations se penchent sur ce phénomène et tentent de l'enrayer, vous allez le voir dans ce reportage, eh bien l'immigration clandestine gagne du terrain dans les communes du Gandon et de Gandiol. De nombreux jeunes qui ont tenté l'aventure n'ont pas donné signe de vie depuis des années. Aujourd'hui, pour encourager ces mêmes jeunes à rester au pays, eh bien les populations des deux communes réclament le prolongement du canal jusqu'à Ndiébène Gandiol. Elles ont organisé une marche pour se faire entendre. Je vous propose d'écouter leur porte-parole Doudou Diop au micro de nos correspondants Ousseynou Diop et Ayoub Seck. Tout le monde est au courant de la situation actuelle dans les communes de Gandon et Gandiol. Beaucoup de jeunes ont tenté l'immigration clandestine. Certains sont morts et d'autres ont disparu. Les jeunes ont tenté l'aventure parce qu'il y a la pauvreté galopante dans cette localité. Gandiol et Gandon vivent des moments difficiles. L'agriculture est moribonde, les jeunes ne travaillent plus. Après l'ouverture du canal, nous avions tous l'espoir de vivre une nouvelle vie. La seule solution, c'est de continuer le canal jusqu'à Ndiébène Gandiol pour que l'agriculture et la pêche se développent. L'eau est très salée et il faut que le président nous aide. Les populations des communes de Gandon et Gandiol vivent une pauvreté extrême. L'eau est salée et on ne peut plus vivre comme ça. Il y a des aménagements dans la localité. Comme vous le voyez, tous les hommes ont quitté Gandiol pour aller dans les autres pays européens et nous n'avons aucune information. Et puis parlons consommation à présent avec cette information qui va certainement intéresser les professionnels du bâtiment. Le prix de la tonne de ciment a connu une hausse, 3 500 pour le ciment, 32, 2 500 pour le ciment, 42, une hausse que déplorent les quincailliers. Ces derniers pointent du doigt les fournisseurs, mais se disent tout de même obligés de répercuter cette hausse sur leur prix. Mamadou Sarr. Le constat est général chez les quincailliers. La tonne de ciment connaît une hausse. Une décision prise par les fournisseurs sans y associer les gérants de quincaillerie. Le ciment que je viens d'acheter est en hausse de 3 500 francs. La tonne qui coûtait 55 000 francs est passée à 58 500 francs. Et celle qui coûtait 59 000 est passée à 62 000. Le consommateur et nous, c'est pareil. Nous, c'est la Socosim qui nous fournit et nous fournissons aux consommateurs. Nous ne décidons pas des prix. Seul perdant de cette hausse, les consommateurs. C'est le client qui subit les préjudices malheureusement. Si cela ne dépendait que de nous, cela n'arriverait pas. Pour les clients, c'est difficile. Ce matin, j'ai perdu 2 clients à cause de la hausse. Ils pensent que c'est nous qui sommes responsables. Malgré la concurrence notée dans le secteur de la cimenterie, le consommateur, lui, continue de souffrir de hausse de prix qu'il n'arrive pas à expliquer. Et après la consommation, nous nous intéressons à l'actualité politique cette fois-ci avec cette sortie du PIT qui fait réagir au sein de la classe politique. Tout est parti d'une déclaration d'Ibrahim Hassen affirmant que le PDS pouvait être dissous par le président de la République si toutefois il voulait empêcher la tenue de l'élection présidentielle à date échue. Une déclaration que Madiaye Mbodj désapprouve. Selon le leader de Yonu Askanui, dissoudre un parti politique, n'importe lequel, dans le contexte actuel, serait un synonyme de recul démocratique. Nous l'écoutons dans ce reportage, il est signé à l'Ungueya. La sortie d'Ibrahim Hassen du PIT estimant qu'un chef d'État peut dissoudre un parti politique pour rébellion faisant allusion au PDS. Iri Madiaye Mbodj. Je pense que c'est tout à fait à la fois regrettable, surprenant et décevant. Pour un militant qui a été lui-même victime de mesures autoritaires, antidémocratiques, appelé aujourd'hui le pouvoir de Macky Sall éventuellement à dissoudre, à interdire un parti et à le réduire à lutter dans la clandestinité, c'est vraiment faire reculer le Sénégal de 60 ans. Le PAI a été le premier parti politique dissous au Sénégal et qui s'est retrouvé par la suite
dans la clandestinité. Dès le lendemain des élections municipales organisées à Saint-Louis, remportées par le PAI à l'époque. Et ça a fait l'objet de révoltes, de batailles. Les Saint-Louisiens n'ont pas accepté justement qu'on vole la victoire du PAI. Et cette insurrection, si on peut l'appeler comme ça, a effectivement débouché sur l'interdiction du PAI. Au Sénégal, tous les pouvoirs sont concentrés autour du président de la République, un fait qui n'enchante guère. Cet ancien militant d'Andy Diouf. Une des particularités aussi du système politique sénégalais, c'est l'excessive concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul individu, d'une seule personne, le président de la République. Le système ici au Sénégal se subordonne tous les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires. Il n'y a que sa volonté qui compte, il n'y a que ses désirs qui comptent. Et cela, on le voit tous les jours que Dieu fait. Donc aujourd'hui, si le président de la République veut trouver des prétextes pour dissoudre un parti, l'interdire et le contraindre à l'illégalité, mais c'est un jeu d'enfant pour lui. Dissoudre un parti politique au XXIe siècle, un vrai recul démocratique selon Médié Mbodj. Notons actuellement au Sénégal qu'il existe plus de 200 partis politiques. Et puis, actualité politique toujours, 70% des objectifs fixés, c'est le taux de parrainage que l'Union centriste du Sénégal a pu engranger à Kolda. Des chiffres brandis par le patron de cette formation, Abdoulaye Baldé, qui était en tournée dans la région. Sa formation politique aurait également enregistré l'arrivée de nombreux militants venus de l'APR pour grossir les rangs des centristes. Une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Le secrétaire général de l'Union centriste du Sénégal et non moins candidat à l'élection présidentielle de 2019, Abdoulaye Baldé, se dit satisfait du niveau de parrainage que sa formation politique a pu engranger dans la région de Kolda. J'ai eu beaucoup de retours et d'échos sur le niveau des parrainages au niveau de cette commune, mais aussi de façon générale au niveau de la région de Kolda. Donc nous sommes dans un taux de progression très satisfaisant. Je ne suis pas comme les autres partis qui annoncent des chiffres qui ne sont souvent pas exacts. Mais sachez que dans plusieurs des communes, nous sommes au-delà de 70% des objectifs que nous sommes fixés. Il y en a même d'ailleurs où on a déjà dépassé le taux de 100%. Donc la progression est très bonne et les objectifs que nous nous sommes fixés sont en train d'être atteints. De nombreux militants de l'APR de Kolda et surtout ceux de Parumba dans le département de Vélingara ont tourné le dos au parti de Macky Sall pour déposer leur balichon auprès d'Abdoulaye Baldé. Je suis ici à Parumba et je suis très heureux d'accueillir de grands responsables en la personne de Diarga Baldé qui nous a accueillis si chaleureusement ici aujourd'hui au niveau de Parumba, qui est venu d'un parti présidentiel pour venir aujourd'hui rejoindre un parti d'opposition. Je pense que c'est une décision courageuse, mais il n'est pas seul. À côté de lui, il y a Mamadou Maradou Diallo, il y a Mamadou Baldé, il y a aussi beaucoup d'autres qui sont venus nous rejoindre dans ce combat présidentiel. Donc je voudrais leur dire vraiment merci et bravo pour avoir pris cette décision, mais aussi de créer une dynamique, parce que la présidentielle, il ne s'agit pas de créer une majorité, mais c'est de créer une dynamique. Et je suis sûr qu'avec la dynamique qui est enclenchée au niveau de la région de Kolda, ce que j'ai vu aussi hier dans la région du Sédou, nous allons le poursuivre bien entendu dans le nord du Sénégal. Je suis sûr que cette dynamique pourra en tout cas nous valoir beaucoup de satisfaction pour amener celui qui est là au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2019. L'Union centriste du Sénégal est une formation politique qui fait bouger les habitants du monde rural à Kolda. Nous parlons à présent de ce point de presse des associations féminines catholiques. Objectif, mettre en relief les différents thèmes qui seront débattus lors de l'Assemblée générale de l'UMOF. Alors l'UMOF, c'est l'Union mondiale des organisations féminines, une assemblée générale qui se tient à Dakar du 15 au 22 octobre prochain. 35 pays seront au rendez-vous. Nous écoutons la présidente Monique Faye Tchandoum. Elle est au micro d'Aïssatou Paya. Nous nous rencontrerons. Pour nous former, il y aura des thématiques donc, qui seront exposées. Et ce sera donc une formation. Ensuite, nous aurons aussi à évaluer les thèmes que nous avons eu à travailler avec les résolutions. Vous savez que depuis 2014, nous travaillons sur un thème axé sur la revalorisation de la famille. Donc ça fait 4 ans et l'Assemblée générale donc, de Dakar
nous permettra d'évaluer. Ensuite, d'autres orientations donc, seront établies pour les 4 prochaines années. De même qu'un nouveau thème aussi et de nouvelles résolutions seront proposées aux femmes pour qu'au sein des organisations, elles puissent travailler. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cet événement qui se passe chez nous. Bon, nous pouvons dire que c'est la première fois parce qu'avant, l'UMOF a eu à tenir des rencontres en Afrique, mais ce n'était pas de cette taille. Et depuis lors, parce que l'UMOF est centenaire, elle a été créée en 1910 en France, mais depuis lors, elle n'a pas tenu d'assemblée générale de cette envergure. Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons tout de suite avec Sadio Mané qui a rejoint la tanière, l'international sénégalais s'est même entraîné ce matin lors de la 2e séance de préparation pour la rencontre Sénégal-Soudan prévue le 13 octobre prochain. Il estime par ailleurs que ce sera un match difficile, mais n'empêche, l'équipe nationale du Sénégal est prête à relever le défi. Nous écoutons Sadio Mané au micro de Mamadou Fala. On a fait le décrochage et puis voilà, maintenant on est conscient du match et puis on va essayer de bien préparer et surtout faire le maximum comme d'habitude et pour pouvoir gagner. Il n'y a plus de petites équipes et puis le football africain a sa réalité, donc on va essayer d'être serein et surtout les respecter pour pouvoir gagner ces deux matchs qui vont être très très importants. Parce que c'est une équipe qui veut aussi se qualifier à la Coupe d'Afrique. Maintenant on sait comment ça se passe en Afrique surtout et on va essayer d'être prêt devant notre public pour pouvoir gagner le match. Et voilà, tout est prêt, fin prêt, sauf l'état de la pelouse qui semble inquiéter avant la rencontre Sénégal-Soudan, prévue donc le 13 octobre prochain. Une infrastructure sportive vétuste qui fait donc réagir les Lions de la Teranga. La qualité de la pelouse de Léopold Sédar Senghor laisse à désirer malgré de fortes sommes dégagées pour son entretien. Un tour à Léopold Sédar Senghor effectué par nos reporters Mamadou Fall et Mardian. Jadis un joyau sportif, le premier d'ailleurs du Sénégal, pris par le poids de l'âge, il s'effrite peu à peu malgré des sommes conséquentes injectées jusque-là pour son toilettage. Amitié à sa création, Léopold Sédar Senghor sous le règne de Wade, l'infrastructure sportive perd de sa superbe. Un toit en lambeaux, des fissures qui ornent le décor, des barrières qui cèdent à cause de la rouille, une pelouse qui laisse à désirer. Honnêtement, ce n'est pas la pelouse qu'on attendait. Mais on n'a pas le choix, ça fait des années on fait avec. Maintenant, il faut que vous aussi, vous essayez de nous soutenir pour que l'État puisse changer cette pelouse. C'est pas vraiment honnêtement. J'avais vu une photo, mais bon, je pense que là maintenant c'est mieux que rien, mais bon, on va essayer de s'adapter parce que voilà, on n'a pas le choix. Le seul stade qui répond aux normes est en état de délabrement. Pourtant, des prévisions du ministère des Sports révèlent qu'une enveloppe de plus de 40 milliards sera dégagée pour sa réhabilitation. Léopold Sédar Senghor va abriter la première phase de la double confrontation Sénégal-Soudan. Un match prévu le 13 octobre. Bon courage à nos Lions, bonne chance surtout fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h, l'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM, excellente soirée, à demain.